C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 75. Au sommaire aujourd'hui, le magazine Fugue, qui documente la vie queer au Québec, fête ses 40 ans. La haine anti-trans foisonne aussi en Europe au segment Transatlanqueer avec Christophe Gérard. Et combattre la radicalisation anti-queer à la chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 6 mai 2024, 40 ans pour Fugue. On dit que la vie commence à 50 ans, c'est ce que disait Albert dans Les Grands Départs de Jacques Languérand. J'ai joué Albert au Théâtre français d'Edmonton, il y a plusieurs années de ça, puis j'ai pas d'opinion là-dessus. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Eh bien, bonjour tout le monde. Le magazine Fugue a 40 ans. Ce magazine qui était le seul lien entre les personnes queer à Montréal et même au Québec. Rappelez-vous les petites annonces? Bien, ce magazine a bien changé au cours des 40 dernières années. Il a grandi. J'aime bien le format plus grand ces jours-ci parce que c'est plus facile à lire pour les vieux comme moi. C'était tout ça la raison, Yves Lafontaine, rédacteur en chef, de faire grandir le magazine? Pas uniquement. L'idée, c'est que au fil des ans, le magazine a changé plusieurs fois de format. Ça peut paraître bancal, mais c'est souvent lorsqu'on renégociait des ententes avec des imprimeurs et on pouvait obtenir un peu plus à chaque fois. Donc, on agrandissait le magazine pour le rendre de plus en plus comme un magazine comme les autres, et pas uniquement un petit magazine. Au début, l'idée, c'était le magazine, on pouvait le mettre dans sa pas. Tout à fait. Les gens étaient peut-être pas gênés de sortir du bar avec le magazine. Ouais. Là, maintenant, il y a des gens qui le lisent partout. Là. Tout à fait. Alors, c'est une façon un peu comique de te présenter. Ouais. C'est donc Yves Lafontaine, rédacteur en chef du magazine Fugue. Et avec Yves, on a aussi invité Pierre Pilote, qui est archiviste, qu'on pourrait dire aussi membre des archives gays du Québec. Bienvenue à l'émission, Pierre. Merci. Je dirais plutôt coordonnateur. Coordonnateur. Je n'ai pas la prétention d'être archiviste. D'accord. Coordonnateur aux archives gays. Bien, bienvenue à l'émission. Merci. Yves a déjà été à l'émission, mais pas toi. Alors, on demande toujours aux gens, lors de leur première entrevue, quels accords et quels pronoms on utilise. Alors, il, voilà. Et on va être rejoint un petit peu plus tard par une personne qui travaille depuis longtemps chez Fugue, qui écrit une chronique, qui est Julie, Julie Vaillancourt. Donc, elle termine un cours et elle vient nous rejoindre par téléphone par la suite. Bien, commençons par le début. Comment ça a commencé, ça, Fugue? Mais ça, Fugue a été lancé en avril 1984 par Martin Hamel, qui était à l'époque un jeune homme de 23 ou 24 ans, je pense, et qui avait travaillé pour un autre magazine avant, qui venait de fermer ses portes, qui s'appelait Attitude Montréal. OK. Et Martin, après quelques semaines, il dit « Ouais, mais s'il n'y a personne qui fait quelque chose, moi, je vais le faire. » Donc, il a lancé, avec une partie de l'équipe d'Attitude, ça a duré peut-être 3 ou 4 mois, puis rapidement, il a intégré d'autres personnes. Jean-Denis Lapointe est arrivé, qui signait sous le nom de Lubric et qui est devenu le directeur artistique du magazine. Jean-Denis était le propriétaire du bar Lézard, qui était un peu un bar underground sur le plateau. Puis il a amené une folie au magazine qu'il n'y avait pas dans les premiers numéros. Et c'est lui qui faisait la plupart des entrevues, je dirais, la première année. Après ça, l'équipe a augmenté. C'est surtout via du bénévolat, là, au début. Oui, ça s'est professionnalisé avec les années. Oui. Oui. Ben, justement, et toi, comment en es-tu devenu non seulement rédacteur en chef, mais tu es aussi propriétaire, un des propriétaires maintenant de Fugue? Oui, moi je suis arrivé juste 2 ou 3 mois avant le 10e anniversaire. J'avais rencontré Martin quelques mois précédents au Festival Imagination. Je m'occupais de la programmation du festival à l'époque du côté homme, parce qu'à ce moment-là, la programmation masculine et féminine se faisait de manière séparée. Ça, c'était au début des années 90. Et donc, Martin me rencontre comme à l'automne 1993, puis en février, le 1er février, il m'invite à aller dîner. Je vais manger avec lui, puis après ça, j'ai commencé le lendemain. Ah. C'était un peu... Au départ, c'était pas très structuré, le magazine. Tout le monde faisait à peu près tout. Il n'y avait pas de personnes qui étaient attitrées à des rôles spécifiques.
On faisait la livraison, on faisait la vente, la rédaction, on faisait la production comme telle. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'étapes entre l'écriture et la distribution. Il y avait au moins 4 étapes de photocomposition. C'était avant Photoshop, avant Quark Express, avant les logiciels qui nous ont beaucoup facilité la vie, là. Ben, justement, je vais te faire intervenir, Pierre, là-dedans. Oui. Fugue a vraiment été... C'est l'histoire de nos communautés qui s'est retrouvée documentée dans Fugue. Et puis Dieu sait que s'en est passé des choses depuis 84. Absolument. Ben, si je peux me permettre, oui. Je ferais féliciter Yves Lafontaine et son équipe pour leur 40e anniversaire. Je pense qu'il y a peu de magazines LGBTQ qui sont rendus jusqu'à 40 ans. En français, c'est le plus vieux. En français, c'est le plus vieux. Mais en anglais, français. Il y a quand même quelques magazines américains qui ont dépassé le 50 ans. Là. Okay. Je pense qu'il y a Advocate, ça serait un de ceux-là. Oui, mais il y a aussi le Washington Blade. Washington Blade, oui, c'est vrai. Vous me perdez. Oui, je suis pas archiviste. C'est correct. Alors, oui, ben nous, on a toujours eu des bons contacts avec Fugue. Depuis que je suis là, en tout cas, on fait des expositions où Fugue est partenaire au niveau des publicités, tout ça. Et cet été, on va présenter une exposition, les 40 ans de Fugue, en partenariat avec Fugue. Parce que depuis 3 ans, les archives gays font 3 expositions par année. Et là, cette année, on fête le 40e anniversaire de Fugue, alors qu'on a fêté le 40e anniversaire des archives gays du Québec l'an dernier. Alors, on commence à être habitué. On fait un bon partenariat. Vous êtes à peu près du même âge, hein? C'est à peu près ça. Hein? on parle des organismes, là. Oui, non, je réponds pas à ça. mais Pierre, c'est quoi l'importance de Fugue pour notre communauté? C'est très important, je trouve. De plus en plus, il y a des articles de fond. Avant, on voyait que les gens disaient seulement que c'était de la publicité ou des cartes d'affaires, mais ce n'est plus le cas. C'est très important, je trouve, oui. On retrouve des articles même qui documentent... parce que 84, quand Fugue a commencé, on commençait la crise du VIH. Oui. Sida. Au début, le magazine, il faut comprendre que la simple existence du magazine, c'était déjà beaucoup pour beaucoup de personnes. Les attentes n'étaient pas très grandes et il n'y avait pas beaucoup d'articles dans le magazine. C'était surtout de la publicité. Voilà. Et peu à peu, il y a eu des gens qui se sont joints à l'équipe, qui ont commencé à faire des chroniques. Certains faisaient des articles, des entrevues avec des gens de la communauté. Claudine Metcalfe est arrivée en 87, ou même peut-être un peu avant, peut-être en 86, où c'était la première femme à écrire pour Fugue, d'une part, et elle faisait, elle, régulièrement des entrevues avec des personnalités. Il y a eu d'autres personnes qui se sont ajoutées à l'équipe, mais même lorsqu'il n'y avait pas d'équipe rédactionnelle attitrée, le magazine était très ouvert à recevoir des collaborations de groupes communautaires. Donc, dès la première année de son existence, en 84, en juin, il y a eu une descente au Bar Buds. Oui. Et dès le mois suivant, il y avait un article dans le magazine qui était écrit par une des personnes qui avait été arrêtée et qui expliquait un peu ce que c'était, qu'est-ce que ça l'impliquait de voir sa vie dévoilée au grand public, là, au niveau de son travail, et ainsi de suite. Donc, même si au départ, c'était peut-être pas l'objectif du propriétaire à l'origine, d'en faire un magazine militant, la simple existence du magazine comme au niveau de la visibilité et de la représentation gay, c'était un geste militant en soi. Puis même dans la publicité, on peut voir dans les archives, dans les anciens Fugues, puis écoute, à 84, j'existais, j'ai vu Fugue à ces époques-là. Il y avait quand même des choses, sur l'expression de la sexualité qui était tellement bafouée chez les hommes gays à l'époque. C'était autre chose par la suite. J'aimerais revenir à tous ces défis. D'abord, le défi, trouver des commanditaires. J'imagine que les bars c'était les commanditaires de Fugue. Oui, les annonceurs, c'était principalement des bars, mais aussi des restaurants, des commerces qui étaient possédés généralement par des hommes. Mais c'était un risque à prendre d'annoncer dans Fugue. On pouvait avoir des problèmes à pouvoir annoncer ailleurs, j'imagine. Mais généralement, c'était des commerces qui... Il faut dire qu'au moment où Fugue naît, il y a plusieurs commerces qui naissent aussi dans la communauté gay. Et souvent, Fugue
et les autres magazines, parce qu'il y avait quand même d'autres magazines qui existaient en même temps. Il y avait Hergé, puis il y a eu, à quelques occasions, jusqu'à 6 magazines gays en même temps à Montréal. C'était des micros, je dirais, avec chacun des micro-marchés. Là. Il y en a certains qui s'intéressaient juste au clubbing, d'autres qui étaient un peu plus culturels, d'autres ont essayé de se lancer dans l'aspect politique ou militant. Ouais. Mais Fugue a été le seul qui a survécu, je dirais, à toutes les étapes et toutes les crises qu'il y a eu, financières, la pandémie du sida, la pandémie de la COVID. Ça l'a tué beaucoup de magazines et pas uniquement dans la communauté gay. Là. Fugue était quand même un lien entre nos communautés. Oui. Si il n'y avait pas d'Internet à l'époque, là. Non, pas du tout. Non. Si je peux me permettre aussi, depuis une bonne dizaine d'années, Fugue s'intéresse beaucoup au volet culturel. Oui. Alors, ça, c'est un plus aussi pour les communautés. Oui, parce que Fugue, il y a du sport, il y a de la culture. C'est un magazine très généraliste, mais pour nos communautés. Mais c'était le lien. Je me rappelle les petites annonces. C'était quand même... c'était le lien parce qu'on n'avait pas d'autre façon de communiquer entre nous. Or, ça a changé maintenant. Puis ça a changé aussi la façon de fonctionner chez Fugue, j'imagine. Oui, mais l'idée, c'est... Il y a toujours des sujets. Hein? La difficulté, au départ, c'était de convaincre les gens d'accepter d'être interviewé dans le magazine, d'être photographié pour le magazine. Là, maintenant, c'est plutôt le contraire. Il faut faire un tri. Il faut faire une sélection parce que... Je veux faire la première page. Chacun son tour. Produire un magazine, c'est très dispendieux. Ouais. Et donc, il y a un espace limité de pages et il faut faire des choix. Alors qu'avant, c'était de convaincre. Le problème maintenant, c'est de choisir. C'est vraiment spécial. Comment, justement, on a parlé de la répression policière qui a été quand même au centre de nos communautés. On a parlé de cette descente au Buds. Il y a quand même eu aussi en 91... en 90, oui. Il y a eu le Cox. Ça, c'était en 94, le catacombe Cox. En 90, c'était Sex Garage. Oui. Puis en 2000 ou 2004, c'est le dernier, ça c'était le Tabou. Ça, vous avez documenté ça, au fait. À chaque fois, oui, effectivement. Puis il y en a eu d'autres, mais ça, c'est les moments les plus marquants. Mais à partir de 94, cependant, les choses ont commencé à changer. Les descentes de police ont été beaucoup plus pointues et ciblées. C'était encore de la répression, mais pas de manière aussi grande que lorsque il y en a eu dans les années 80 ou 70, où là, il n'y avait pas une semaine s'il n'y avait pas une arrestation dans des bars, alors que maintenant, c'est plus rare. Oui, et de façon sauvage également. Oui, effectivement. Comment, ça, c'est les répressions policières, mais on a parlé de 2 pandémies. Celle du sida a joué beaucoup sur nos communautés. Ça a joué comment Fugue a été témoin de ça? Bien, d'une part, parmi l'équipe même, il y a des gens qui sont décédés du sida. On a eu des collaborateurs qui ont fait des articles. 2, entre autres, ont fait des chroniques régulières sur leur vie comme séropositifs. Avant qu'il y ait les thérapies. Alors, il faut se comprendre que c'était plus une manière de parler de ce que c'était que ça s'en aller vers la mort. Là, Donc, il y avait quelque chose pas de dur, oui, mais c'était plus, il y avait quelque chose c'était un don de soi, hein, les gens qui écrivaient pour s'assurer que ceux qui allaient rester allaient se souvenir. Là, Pierre, Fugue a donc contribué beaucoup à faire comprendre la réalité à ce moment-là du VIH. Absolument, oui. Ces articles-là, est-ce qu'on les retrouve chez vous? Oui, on les retrouve. On a tous les numéros de Fugue depuis le départ, depuis les premiers numéros. Et puis, on a monté une exposition, justement, sur Act Up Montréal, avec Fugue comme partenaire, encore une fois. Et puis, oui, on a tout ça. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors, se joint à nous Julie Vaillancourt au téléphone. Salut, Julie!
Salut! Alors, Julie, tu écris depuis combien de temps pour Fugue? Ça va faire 16 ans cette année. En juin, en fait. Ouais, tu as commencé, tu étais très, 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 très jeune, comme moi d'ailleurs. Alors, je vais te demander, parce qu'on a beaucoup parlé là, avec Yves et avec Pierre du Fugue, à une époque où c'était surtout les gars qu'on voyait dans Fugue, mais là, la place des femmes, en fait, les femmes ont pris leur place au Fugue, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Je pense que ça a commencé avec Claudine Metcalfe, en fait, qui a travaillé 20 ans à Fugue, même si elle était la seule gazelle parmi d'autres. C'est quand même elle qui a ouvert la voie, si on veut. Mais je pense que oui, après, il y a eu Julie Beauchamp qui avait une chronique. Maintenant, c'est moi qui ai une chronique. Puis, nécessairement, à travers mes mandats, je tente, oui, de mettre les femmes de l'avant. Pendant plusieurs années, il y a eu la section interview. Puis ça mettait de l'avant vraiment là, donc les femmes de la diversité à travers leur implication, que ce soit dans la communauté, mais aussi à travers leurs métiers respectifs. Là. Oui. La place des femmes, en fait, la place des femmes, on va se le dire encore, on vit dans un monde encore très patriarcal. Les femmes sont souvent invisibilisées. Les lesbiennes encore plus. D'ailleurs, je pense que quand on parle de lesbophobie, c'est surtout parce que les femmes sont invisibilisées. Je te lance la perche à nouveau, Julie, puis je vais demander peut-être à Yves de réagir. Est-ce que la présence dans un magazine comme Fugue, ça aide à désinvisibiliser les femmes? Je me pas mal bon en diction aujourd'hui. Je pense que oui. Là. Je pense que toute présence au sein d'un média, nécessairement, va aider un groupe marginalisé à se mettre de l'avant et à être davantage visible. Là. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Puis il y a toujours aussi la question de est-ce que les femmes arrivent à se mettre de l'avant aussi? T'sais? Moi, ça m'est arrivé souvent de faire des entrevues avec des femmes puis de leur dire après, je vais prendre une photo pour publication avec l'article. Puis là, c'est comme ah oui, il faut que je donne ma photo? Oui. C'est de cette façon-là qu'on fait la mise en marché d'un produit, d'une personne ou d'un article. Donc, il nous faut une photo pour... Fait que là, des fois, il y a de la réticence. Et là, je te dirais moins là, dans les dernières années, mais au début, quand j'ai commencé, j'étais souvent confrontée à ça. Fait qu'il y a aussi cette question-là. Est-ce que les femmes aussi sont prêtes à être visibles, à se mettre de l'avant? Puis tout ça, ça découle de la façon dont on est éduqué aussi en tant que femme. Là. Je ne mets pas le blâme sur les femmes. Là. Je mets le blâme sur la société et la façon dont on est éduqué dans un système patriarcal. Voilà. Tout à fait. Yves, tu veux réagir à ça? Non, parfaitement. Nous, quand on a... c'était même avant que j'arrive, là, en 92, l'équipe a décidé de mettre une femme en couverture dans l'édition de décembre 92. Et ça avait été mal reçu par une partie de la communauté. Je dirais qu'à ce moment-là, les communautés étaient beaucoup séparées. Ils vivaient... il y avait de l'incompréhension du côté des gars. Pourquoi mettre une femme en couverture d'un magazine gay? Alors que pour l'équipe, ça semblait naturel. Mais visiblement, la communauté n'était peut-être pas prête à ça. Et c'est ce qui a un peu incité l'équipe à lancer le Gazelle une année plus tard. Claudine avait convaincu le reste de l'équipe que oui, c'était bon. Et on a fait ça pendant 6 ans. Deux magazines en même temps, oui. Gazelle, c'était à tous les 2 mois, par exemple. C'était pas à tous les mois. Ouais. Et on avait un autre magazine à ce moment-là aussi, qui était le Zipper. Donc, ça faisait 3 magazines en même temps. Ça, juste pour expliquer, le Zip, c'était quoi, ça? Mais Zipper, avant, c'était un magazine érotique qui était vendu en kiosque. On a fait ça pendant comme 12 ans. Puis après ça, on est passé... au gratuit, c'est devenu Zip, un magazine plus petit. Mais pour revenir à la question des femmes dans le Fugue, on a mis dès les premières années quelquefois des femmes, mais pas comme personnage principal ou unique, souvent dans des couvertures collectives où il y avait 2, 3, 4 personnes. Moi, avant de venir tout à l'heure, j'étais un peu curieux, j'ai compté le nombre de femmes qu'on a mis en couverture, ça fait 77. Ça fait beaucoup de monde, mais en même temps, tu t'aperçois que c'est pas beaucoup, considérant que la majorité de ces femmes-là étaient sur des couvertures collectives. Mais comme personne individuelle, il y en a eu 10. Wow. Okay.
C'est ça. Sur les 477, c'est pas beaucoup, mais vous voyez, depuis le début de l'année, là, il y en a quand même eu 3. OK. Pendant longtemps, les premières pages de Fugue, dans les pages, la couverture, c'était des beaux gars. Oui. Des super beaux gars. Des super gars. Mais ça allait avec l'époque aussi. Il faut comprendre que tous les magazines gays de l'époque, c'était la formule. Ouais. C'était les muscles, de la peau, de la sensualité. Et c'est ça qui était comme l'accroche pour prendre le magazine. Et à partir des années 90, nous, et comme d'autres magazines aux États-Unis et en France, ont décidé de diversifier les thématiques de couverture. Maintenant, on va le faire, mais on va le faire 1 ou 2 fois par année seulement. On n'a plus besoin de faire ça pour intéresser le lecteur. Je vais te lancer. Oui, vas-y, Pierre. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça bloquait des publicitaires, par exemple, quand ils voyaient la couverture comme ça? Parce que je sais, comme je disais tantôt, qu'il y a de plus en plus de culturel. Je dirais que peut-être que si on faisait ça maintenant, oui. Okay. Mais ça s'est fait graduellement, la transformation. Il faut dire qu'on n'est pas passé du jour au lendemain à un magazine qui était uniquement des commerces LGBT au mix d'annonceurs qu'on a présentement. Ça s'est fait graduellement. Et ceux qui ont décidé de venir dans Fugue, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Là. Je veux dire, l'idée, c'est si une institution financière, si une compagnie aérienne, si une banque veut annoncer dans un magazine LGBT, il faut s'attendre à accepter les codes qui vont aussi avec la communauté. Comment les réseaux sociaux ont changé, Fugue? Bien, avant, on recevait beaucoup de courriers, dans la mesure où on recevait jusqu'à des fois 100 lettres par mois là, de commentaires. Là, ça se fait plutôt via les réseaux sociaux et via notre site Internet, les commentaires ou par courriel. Mais vraiment, c'est surtout ça que ça a changé. Au début, les réseaux sociaux étaient, je dirais, de notre côté dans la mesure où on pouvait vraiment s'en servir comme une manière de diffuser notre information. Mais avec le blocage de Meta l'an dernier, ça l'a beaucoup... on essaie de fonctionner le plus sans Meta, mais c'est presque impossible maintenant. On est quand même... On a une présence sur LinkedIn, sur X, un peu sur Instagram, parce qu'on a recréé une nouvelle page qui n'a pas un lien direct avec le site Internet. Donc, Meta l'a accepté ça, alors qu'avant, tout était lié à notre site Internet. Comme tous les autres médias d'information, on est bloqué maintenant. Julie, tu voulais commenter? Bien, c'est sûr que Meta et compagnie n'aident pas vraiment les médias. Quand on parle d'un média communautaire, moi, je trouve que c'est quand même désastreux. Qu'est-ce que ça a comme implication au niveau de l'information? Je vais juste mettre mon point. Oui, puis au niveau de la désinformation aussi, parce que le fait qu'il n'y a plus de sources fiables d'informations sur Meta, c'est n'importe quoi qu'on lit là-dessus. Là. Tout à fait. Bien, je pense que la stratégie de Meta présentement, c'est tout simplement de se retirer de la diffusion des informations reliées aux médias et que c'est les opinions des gens. C'est ça le... Est-ce qu'il y a un risque à ça? Ben, on est déjà dedans, là. Oui, je pense. Ouais. C'est pas un risque futur, c'est un risque actuel. Parce que là, c'est justement parce que je vous amène, on va en parler plus tard dans l'émission, mais la haine anti-queer, anti-trans, elle foisonne, pas seulement ici, un peu partout dans le monde. Comment ça joue aussi dans la politique éditoriale de Fugue? Ben, l'idée, nous, on a toujours été à la défense des communautés LGBT. Dans toutes les étapes des combats qu'il y a eu, au début, c'était la reconnaissance des veufs, avant même qu'on parle de reconnaissance des conjoints. C'était souvent des gens qui avaient perdu leur partenaire à cause du sida. Après ça, il y a eu la reconnaissance des conjoints, le mariage, l'adoption, la reconnaissance, les changements à l'état civil pour les personnes transgenres. Donc, toutes ces étapes-là, on a accompagné les leaders et à travers nos chroniques d'opinion,
l'équipe a pu exprimer et défendre des opinions souvent qui étaient mal reçues par les politiques parce qu'à ce moment-là, ils ne voulaient pas être brusqués. Ils voulaient pas prendre de décisions. Les décisions qui ont été faites ont été forcées par les tribunaux. Hein. Ils sont fait tirer par les cheveux parfois. Julie, comment ça a changé ta façon de travailler, toi, ces réseaux sociaux et surtout maintenant avec ce mouvement ou cette haine anti-trans, anti-queer? Oui, on n'a pas le choix en tant que journaliste ou personne œuvrant dans les médias de les utiliser, là, les fameux réseaux sociaux, mais honnêtement, moi, je tente de prendre une certaine distance par rapport à ça parce que justement, je me rends compte qu'ils contrôlent tout jusqu'à un certain point, puis quand tu te fais fermer des pages, par exemple, ou, tu mets tellement d'énergie puis tu travailles justement à tenter de communiquer via ces réseaux-là, puis quand tu décides qui détruisent ce moyen de communication-là, tous les efforts que tu avais mis disparaissent. Fait que, je sais pas, moi, je me dis qu'en écrivant dans le Fugue, qui est encore une revue papier où les gens l'ont physiquement dans les mains, c'est pour moi une façon de contourner, justement, la mésinformation que peuvent faire les réseaux sociaux. Une petite minute. L'avenir de Fugue. D'une part, le magazine n'est pas sur le bord de fermer, là, dans la mesure où ça va bien. On va continuer à développer cependant sur le web. La version de magazine, ça peut paraître curieux pour ceux qui la lisent en papier, mais elle existe aussi en version numérique. Et on a autant de lecteurs de la version magazine numérique que celle papier. Sans compter que le magazine est aussi, le contenu du magazine se retrouve sur le site web. On va lancer d'ici la fin de l'été une application mobile pour téléphone. L'idée, c'est avant, on pouvait se limiter à faire un média uniquement papier. Là, maintenant, il faut penser que les gens sont partout. Il y a eu comme un éclatement du marché, là. C'est incontournable. Merci beaucoup, Julie Vaillancourt, qu'on a rejoint au téléphone. Merci, qui est journaliste pour Fugue. Merci à Pierre Pilote des Archives gays du Québec. Et merci, Yves Lafontaine. Longue vie à Fugue. Merci. Merci. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Alors, après la pause, on va parler de combattre la radicalisation menant à la violence et on va parler aussi du mouvement anti-gay, anti-queer, anti-trans qui foisonne également en Europe avec notre correspondant à Paris. L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On va parler de l'Europe où la haine anti-trans et anti-queer foisonne, mais avant, on va parler de combattre la radicalisation menant à la violence à la chronique en toute fluidité. En toute fluidité. Avec Marie-Claude Joannis. Marie-Claude, qu'on rejoint dans le Bas-Saint-Laurent. Tu te trouves où aujourd'hui? Parce que je sais que tu te promènes pas mal. Je suis à Lévis. Mon amoureuse est à Lévis. Donc, je suis à Lévis, mais j'ai un spectacle ce soir à Rimouski. Oh là 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 Je là. retourne dans mon patelin. Bon, Oui. alors on va faire ça vite pour que tu puisses te rendre en toute sécurité à cet événement. À la chronique en toute fluidité, hein, c'est une chronique sur le mieux-être et sur le bien-être. Et puis, vous vous rappelez, il y a un mois, on a discuté de la radicalisation. Faisons peut-être un petit résumé là, de ce que c'est la radicalisation menant à la violence. Oui, tout à fait. La radicalisation, là, c'est un processus selon lequel un groupe de personnes va adopter un système de croyance qui va être extrémiste, OK, noir, blanc, gauche, droite, mais à l'extrême. Puis, dans le fond, mais pas seulement ça, il va avoir une volonté d'encourager la violence, OK? Puis ça, c'est dans le but de faire triompher une idéologie, un projet politique ou une cause. Donc, puis ça va mener, dans le fond, là, à des actes à caractère haineux, qu'ils soient criminels ou non. Puis ça va viser là, un groupe identifiable.
donc, qui va être, par exemple, couleur de peau, origine ethnique, évidemment, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, etc., l'expression de genre. Donc, on l'a vu beaucoup, on avait parlé la dernière fois là, de toute la campagne de peur là, menée par Éric Duhaime, puis la droite conservatrice, qu'on voit ici au Québec, puis qu'on voit aux États-Unis, tout ce mouvement-là fait partie là, de la radicalisation. D'accord. Et ce qui mène un individu ou une personne à la radicalisation, ce sont souvent des choses assez intangibles, mais qui existent. Oui, c'est ça. Alors, les gens qui vont se mener à la radicalisation, c'est des gens souvent qui vont se sentir eux-mêmes exclus. Puis ça va être une façon d'appartenir à un groupe. OK, comme on l'a vu, là, je le dis à l'extrême, par exemple, le Ku Klux Klan aux États-Unis, ou on a la meute au Québec là, qui est raciste, puis c'est un sentiment d'appartenance dans un groupe. C'est ça. Donc, c'est des gens en général qui vont pas très bien, il faut se dire ça. De toute façon, pour commettre des actes comme ça, ben, c'est des gens qui vont pas bien. Alors, le petit bout qu'on n'avait pas fait, Denis Martin, puis qui est C'est quoi essentiel, c'est faire? quoi exactement, quoi faire quand on est témoin de ces situations-là ou victime, puis aussi quand on est des éducateurs, puis qu'on travaille avec des jeunes, avec des gens qu'on voit, ou dans nos milieux de travail, quand on voit que les gens ont tendance à se radicaliser, là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire justement? D'abord, quand on est témoin. Bon, alors comme témoin, là, c'est important de rapporter les faits. Puis vous pouvez le faire de façon anonyme parce que, comme présentement on le voit, là, il y a un phénomène social de radicalisation. OK? On veut pas qu'il arrive des crimes haineux. OK? Donc, pour ce faire, plus dans le fond, les instances compétentes sont informées de ce qui arrive, plus ils sont à même de voir un peu la progression, dans quel secteur, puis de pouvoir agir en amont pour s'assurer que ça ne dégénère pas, puis qu'on ne vit pas des drames sociaux. OK? Donc, c'est déjà un drame en soi quand une personne est victime là, dans la rue ou dans un lieu public de harcèlement ou de discrimination, etc. Mais on ne veut pas que ça devienne non plus des actes violents envers des groupes. Alors, donc, ce qu'on peut faire là, vraiment, c'est de communiquer avec le CPRMP. Dans le fond, là, ça, c'est le Centre de prévention des crimes haineux et de la radicalisation. Donc, eux sont vraiment spécialisés pour ça. Il y a un formulaire en ligne qui est gratuit. OK. Donc, ça, c'est la première étape qu'on peut faire lorsqu'on... Donc, quand on est témoin, Ouais, quand on est quand on est témoin. témoin, exact. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de campagnes là, qui ont eu lieu. On en avait déjà parlé sur le harcèlement de rue, tout ça, comment détourner l'attention, comment, si c'est possible, là, pour, dans le fond, secourir aussi la personne qui est victime. On met pas de l'huile sur le feu, ça sert à rien de partir dans un débat. En fait, c'est plutôt nuisible. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit en sécurité. Donc, l'idéal, c'est de détourner l'attention sur le moment pour dégager la ou les victimes là, sur le moment, puis pas se Et, mettre en danger soi-même. oui, justement. Et puis mettre aussi la victime en danger. Alors, justement, Oui. la victime, la personne victime, qu'est-ce qu'elle peut faire lorsqu'elle se retrouve dans une situation comme ça? Ben, tu sais, c'est sérieux, hein? C'est pas banal de vivre des crimes haineux ou des actes haineux. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime les policiers, mais ça reste quand même la première instance si vous n'êtes pas en sécurité. Donc, vous pouvez appelez le 911 si vraiment vous n'êtes pas en sécurité ou vous dirigez vers la police locale. Sinon, ben, c'est vraiment de vous dégager, de vous mettre en sécurité, de vous allier avec des gens autour pour être en sécurité. On peut signaler l'événement à Infocrime Montréal. On peut aussi, comme je l'ai dit tantôt, le Centre de prévention de la radicalisation avec le formulaire en ligne. Quand vous êtes victime d'un acte criminel, parce que ça peut en être un, vous avez droit au centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, eux sont spécialisés pour vous aider, vous soutenir. Puis les délais sont pas longs pour avoir du soutien parce que c'est traumatisant vivre ces choses-là. Donc, il ne faut pas rester tout seul avec ça. Et le centre de prévention de la radicalisation aussi là, vont vous écouter puis sont vraiment formés pour vous aider, là, autant les victimes là, que d'accompagner les gens qui se radicalisent. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Donc, vous pouvez aussi communiquer avec les droits de la personne parce que si vous êtes discriminé en fonction de votre orientation sexuelle,
de genre, etc. Ça, dans le fond, c'est des crimes aux droits de la personne. Et donc, les commissions de droits de la personne, là, vous pouvez faire même demande d'indemnisation ou autre parce que c'est contraire à la Charte des droits et libertés canadienne. Bon, maintenant, là, on parle de crimes, mais c'est pas toujours des crimes dont on est victime ou dont on fait l'objet. On peut parler Exact. d'incidents haineux. Ça, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Ben, quand c'est un crime, c'est que dans le fond, c'est que c'est dans le code civil là, que c'est criminel, dans le fond. Là. Fait que là, par exemple, frapper quelqu'un, par exemple, faire du harcèlement psychologique au travail ou autre. Donc, ça peut être des actes, des incidents haineux. Donc, ça peut être dans la rue, de juste, ben pas juste, là, je ne devrais pas utiliser le mot juste, mais d'utiliser des propos qui vont être haineux, mais qui ne sont pas nécessairement criminels. C'est ça, ou des regards insultants, ou de l'intimidation physique, ou ok, des fois c'est un peu plus subtil, entre guillemets, là. Même si l'effet est tout aussi nocif et dévastateur là, chez la victime. Donc, on peut faire quoi à ce moment-là? On communique avec les mêmes ressources, c'est ça? Exact, exact. Puis si vous êtes dans des lieux publics, comme par exemple dans le métro, vous pouvez le signaler aux policiers qui sont sur place, de, hey, il y a ça qui se passe, hey, tel individu ou tel groupe d'individus, parce que d'autres sont souvent dans le secteur aussi, puis ils peuvent comme déjà être sensibilisés à ça. Ouais. Donc, ouais, c'est toujours un peu la même chose. Puis ça vaut vraiment la peine d'appeler ou de remplir en ligne au Centre de prévention de la radicalisation, faire, oh, OK, dans le tel métro à Montréal, il y a un petit groupe de jeunes hommes, par exemple, de tel groupe d'âge c'est ça, qui ont tel genre de propos, tel genre de... Donc, si ça c'est rapporté, si c'est jamais rapporté, c'est difficile de pouvoir intervenir. Si c'est rapporté par plusieurs personnes, ben là, oh, OK, ben là, il y a des gens qui vont pouvoir se mobiliser, puis c'est anonyme, mais ils vont pouvoir se mobiliser dans le métro ou ailleurs. Un, pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Deux, pour stopper cette radicalisation-là. Bon, Et mais, ça, donc, ouais. Denis Martin, il y a toute une approche là, pour contrer la radicalisation. C'est pas donné à n'importe qui de pouvoir faire ça. D'abord, parce que quand on est victime nous-mêmes, quand on fait partie des groupes opprimés, ben, c'est normal que ces comportements-là viennent nous chercher, puis que ça nous fâche avec raison, puis que ça nous indigne, puis que c'est pas facile, puis qu'on ne comprenne pas, tu sais. Parce qu'on est à l'opposé, il y a une pensée qui est très stigmatisante et très blessante. Mais l'approche, c'est vraiment pour des éducateurs qui peuvent être formés par le Centre de prévention de la radicalisation ou accompagnés. Donc, l'approche, c'est vraiment de démontrer du respect, de l'écoute, de l'empathie. Okay. Parce que plus on va s'opposer à la personne, plus elle va se rigidifier. Okay? Plus elle va rester dans son... Parce qu'on se rappelle que c'est des gens déjà qui se sentent exclus de la société, qui ne se sentent pas compris, qui sont... Donc, si on essaie de les convaincre, on va tomber dans une lutte. Ouais. Bon, on a vécu ça pendant la pandémie avec les complotistes là, qui nous sortaient, en fait, qui existent encore, puis qui nous sortent des théories qui n'ont aucun sens, puis ça ne sert à rien d'argumenter, ça mène nulle part. Ouais, c'est ça. Tu vois déjà, comme dans le dit, ça n'a aucun sens, tout ça, puis je sais que tu dis pas méchamment, mais déjà, on ferme le dialogue. Donc, quand on a nous-mêmes un propos qui est comme ça, ça n'a pas de sens, ou c'est non, ou... Fait qu'on est nous-mêmes dans une position qui est ferme, donc on ferme complètement la porte. Donc avec ces gens-là, ça va être vraiment le respect, l'écoute, l'empathie. Donc, ça va être d'éviter de le confronter. Puis aussi d'avoir ces discussions-là dans des lieux, dans des moments propices. Évidemment, on ne fera pas ça devant les autres. Hein. On va faciliter un lien de confiance, Puis, c'est ça. Donc, on va mettre évidemment des limites, mais ça va être vraiment d'amener tranquillement à remettre en question certaines de ces idées-là, certaines de ces concepts-là. Mais pour ça, il faut d'abord être dans l'écoute, dans l'accueil, dans la réception, dans l'ouverture. Donc, ça va être un travail à faire important avec les jeunes, entre autres, là. Parce que souvent, les gens vont, par exemple, avec Irène Duhem, on l'entend, les gens répètent. Vous l'entendez dans vos milieux de travail ailleurs. Les gens vont répéter, ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens dans les écoles. C'est rendu que c'est les professeurs qui signent pour les enfants pour leur changement de sexe. On sait, ça se peut pas. Au Québec, ça prend 14 ans. À partir de 14 ans, ça prend le consentement des parents, bon, etc. On sait que c'est impossible, ça se peut pas. Mais ça, c'est des phrases qui sont répétées par les gens. Puis les gens sont convaincus que ce sont des vérités. Donc, OK? Donc, c'est des choses tranquillement que
amener d'autres. Il y a beaucoup de désinformation dans la radicalisation, donc ça va être l'amener lentement, mais pas par un argumentaire, vraiment là, par une réception au départ. Puis ça aussi, ça peut être des propos qui sont rapportés, c'est dans vos milieux de travail ou ailleurs, ou même dans vos familles. Vous voyez que, wow, là, il y a une montée là, des propos qui sont complètement, qui sont radicaux, qui sont durs, vous pouvez aussi aviser. Donc, plus on va travailler en équipe, dans le fond, avec le Centre de prévention de la radicalisation, pour contrer ce phénomène-là, puis aller dans les bons endroits pour faire de l'éducation, mais moins ça va prendre de l'ampleur. Ouais, puis on a des exemples, là. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais on a un exemple assez flagrant, là, ces mouvements masculinistes là, qui font ce qu'on appelle des vidéos là, sur YouTube, et puis il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ça. Là. C'était même dans la presse aujourd'hui même. Hein? Fait qu'on en voit Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a beaucoup de mouvements, c'est ça. Tu sais, c'est comme toujours hein, des contre-mouvements. Donc, tu sais, quand il y a des mouvements féministes, quand il y a des mouvements LGBT d'acquisition des droits, etc., comme par exemple le mariage gay ou autre, ben, il y a un contre-courant souvent. Donc, ça n'a pas de bon sens. Le conservatisme va embarquer, ça n'a pas de bon sens. La famille, nanana, ça va nuire aux enfants, bon, etc. Il y a toujours un contre-discours. Donc, c'est ça. Tu sais, ça se voit des deux côtés. Fait que c'est important aussi de notre côté à nous. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais c'est important aussi de notre côté à nous de prendre soin de nous là-dedans parce que c'est difficile de vivre toute cette ostracisation-là. On le sait, en ce moment, c'est extrêmement difficile, mais aussi de trouver les ressources pour de ne pas rentrer dans une lutte à finir parce que cette lutte-là amène à la violence. On l'a vu dans l'histoire, on l'a vu partout dans le monde, on le voit encore partout dans le monde. Ça mène à des génocides, ça mène à des actes de violence, ça mène... Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais ce que je dis, mon message aujourd'hui, c'est de dire qu'on a une ressource qui est fantastique au Québec, qui est le Centre de prévention de la radicalisation, qui est accessible avec des gens compétents. Donc, on a cette ressource-là, donc utilisons-la pour qu'eux puissent faire le travail. Ben, Marie-Claude Joannis, travailleuse sociale, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transatlant Queer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard. Salut Christophe Gérard à Paris, ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Oui, ça va bien. Ben écoute, on vient de parler de radicalisation qui mène à la violence. Eh bien, de la radicalisation, ça existe partout dans le monde et la haine anti-trans, anti-queer en fait partie. Alors, tu reviens sur le projet de loi de transidentification des mineurs proposé par des sénateurs, les républicains. Alors ça, c'est les gens qui sont à droite, ça, si je comprends bien. C'est bien ça, et qui sont particulièrement, on va dire, conservateurs. Donc, ce projet, mené avec à sa tête la sénatrice du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Bouignot, sera présenté devant le Sénat le 28 mai prochain. Alors, dans cette loi que j'ai pu lire, on retrouve tous les éléments qui étaient présents dans le rapport dont j'ai parlé le mois dernier, à savoir l'interdiction des traitements hormonaux, des bloqueurs de puberté, ainsi que des chirurgies de réassignation avant l'âge de 18 ans. Mais là, cette fois-ci, ça va plus loin, là. Ouais, alors on pouvait penser que c'était déjà beaucoup, mais apparemment, ça ne suffisait pas aux sénateurs qu'à l'origine de ce texte, qui sera bientôt discuté. Il y a un article qui inquiète énormément les associations et certains professionnels de la santé qui accompagnent les personnes trans dans leur parcours de transition. Alors, pour te dire en gros quel est cet article, il parle d'une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie qui aurait pour objectif que tout enfant ou adolescent bénéficie dans les meilleurs délais des moyens lui permettant de retrouver un état de bien-être psychique, contribuant à l'épanouissement de son développement et des soins psychiques nécessaires. Mais bon, là, on parle de quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler une thérapie de conversion. C'est bien ça, en tout cas, si ça n'en est pas une, ça y ressemble en effet énormément et c'est bien ce qui inquiète de nombreuses associations de personnes trans, et également les personnels de santé. Alors, il faut rappeler que les thérapies de conversion sont interdites en France depuis 2022, mais dans la rédaction de cet article, ça laisse penser qu'elles pourraient être réintroduites chez nous en France. Et il y a un compte sur l'actualité LGBT qui s'appelle Le Coin des LGBT+,
qui met l'accent en fait sur cette loi qui interdirait non seulement aux jeunes trans toute transition médicale, mais également leur ferait subir des thérapies de conversion qui seraient organisées par l'État, hein, puisque on parle de mise en place sous la gouverne du ministère de la Santé. Wow. Alors, par rapport à ça, hein, il y a une pétition qui a été lancée pour rejeter, hein, les propositions de loi anti-trans, comme celle-ci au Parlement européen, au Parlement français, et qui a recueilli près de 47 000 signatures à l'heure actuelle. Selon un sociologue qui s'appelle Arnaud Alessandrin, ce qui pourrait relever de la conversion en elle-même, c'est d'abord que le temps de psychothérapie serait un temps dédié à la limitation de ce qu'on peut appeler l'affirmation transidentitaire. En effet, hein, ce que propose le texte, finalement, c'est d'interdire les bloqueurs de puberté et les traitements hormonaux au profit, hein, d'un suivi psychologique. Alors, ce même sociologue rappelle, hein, que l'article qualifie les mineurs en questionnement de genre de personnes en souffrance, qui laisse sous-entendre une idée de maladie, et ce qui peut faire être un frein par rapport à l'éclosion de l'identité au bénéfice d'un long terme, d'un long temps, et d'un doute qui serait mis, hein, sur la solidité et le bien fondé de l'identité de genre exprimée par les jeunes. Alors, euh, Jacqueline Eustache-Brinio, hein, a été interrogée sur ses craintes, et pour elle, elle dénonce des critiques qui sont infondées parce qu'elle précise que dans le texte, il n'est pas question de soigner la transidentité, mais de prendre en charge un enfant qui ne va pas bien et qui se pose des questions, et d'en faire un acte, de faire en sorte qu'il aille mieux. Mon Dieu, c'est 4,30. On va dire qu'au Québec, on dit 4,30 sous pour une pièce. Voilà. Et quand on entend ces propos, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance totale de la transidentité et de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Ah, mais ce n'est pas la seule inquiétude là, concernant les communautés trans en France. Et oui, malheureusement, hein, c'est pas la seule, hein, puisque on peut parler véritablement d'acharnement actuellement, hein, contre les personnes trans. D'abord parce qu'il y a eu ce texte de loi, hein, qui va être bientôt discuté, et puis il y a la sortie d'un livre qui s'appelle Transmania. Alors le nom, je ne sais pas si vous en avez entendu Oui. parler au Québec, mais en tout cas, quand on lit le sous-titre de ce Transmania, donne bien le ton de ce qu'il y a derrière ces pages, hein, puisque ce sous-titre, c'est Enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Ouais, vous avez bien entendu, hein, comme si la transidentité, c'était une idéologie. Alors, la quatrième de couverture du livre est tout aussi parlante, hein, puisque quand on lit le résumé, je ne vais pas le lire en détail, hein, mais ce qui est indiqué, c'est que l'idéologie transgenre est en train de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société. Elle est présentée comme une simple mesure et un mouvement pour les droits d'une minorité opprimée, et pourtant derrière les paillettes, comme si on pouvait parler de paillettes en ce qui concerne le transidentité, se trouve un projet politique néfaste qui s'apprête à bouleverser tout notre rapport avec le réel. Bon, on tremble là-dedans dans le fake news et le complotisme, mais c'est qui a écrit ça? Ben, derrière ce livre, il y a deux femmes, oui. Margaret Stern, qui est une ancienne fémène, qui est initiatrice également de collège anti-féminicide, et Dora Muto, qui est la fondatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Tajoui. Donc des féministes, mais qu'on peut sans conteste qualifier de TERF. Ouais, TERF, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est Alors les TERF, ce sont les féministes qui rejettent, alors j'ai plus la détermination exacte, mais qui rejettent les trans Ouais, radicalement. d'accord. Mais d'où vient là, cette haine pour la communauté ou les communautés trans? Bah, c'est une bonne question parce qu'on peut se demander en effet d'où elle sort en fait cette haine, en tout cas par rapport à ces deux femmes, hein. Si elle dénonce une idéologie trans, on peut en effet dire qu'en ce qui les concerne, il y a une véritable obsession envers les personnes trans. Alors, Margaret Stern, en 2018, s'offusquait sur Twitter de voir deux personnes transgenres à la tête d'un cortège féministe. Et elle disait, il m'était insupportable que les stars du féminisme deviennent des hommes. Est-ce une question d'ego? On peut se poser la question. Quant à Dora Muto, en fait, elle explique que sur son compte Instagram, qui est consacré à la sexualité féminine, elle a refusé de parler de personnes trans. C'est que depuis, elle subit du harcèlement de la part de la communauté trans. Alors, comment se fait la communication là, sur ce livre ou la promotion de ce livre-là?
Alors, c'est une campagne, tout ce qui est de plus classique, qui était prévu à la base, et notamment avec un affichage dans les rues des grandes villes. Alors, devant le tollé provoqué par cet affichage, la ville de Paris a demandé le retrait des affiches, et ça a été le cas également à Lyon. Alors, les deux autrices se sont engouffrées avec leur soutien dans une victimisation en parlant de censure. Et l'interdiction a eu un effet finalement, j'allais dire contre-productif, en tout cas un effet inattendu, dans la mesure où ça leur a donné une certaine médiatisation supplémentaire qui était assez inespérée à tel point que le pamphlet se retrouve en tête des ventes sur Amazon et qu'il a été vendu à 3000 exemplaires à la Fnac. Alors, il y a des soutiens qui se sont révélés suite à cette interdiction, et notamment la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio, Oui, dont tiens on a donc, parlé plus tôt, oui. voilà, qui a posé fièrement avec les deux autrices. L'autre personne qui a réagi également, c'est Marion Maréchal-Le Pen, qui est la tête de liste du parti Reconquête d'Éric Zemmour aux prochaines élections européennes, et qui a publié une photo d'elle en lisant qui lisait le livre. Et d'ailleurs, Moutot et Stern se sont félicités et ont déclaré qu'elles étaient fières qu'elle leur apporte son soutien. Donc, parlez-en bien, parlez-en mal. Ce brûlot trouve donc des lecteurs et des lectrices. On peut penser que seules les femmes trans sont les cibles de leurs attaques, donc. Et non, oui, on pourrait le penser, mais les hommes trans s'en prennent également pour leur grade. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, Margaret Stern parle des hommes trans avec une explication qui est pour le moins déconcertante, puisqu'elle explique que de nombreuses jeunes filles qui ont été victimes d'agressions sexuelles ont un rejet de leur féminité, car c'est à travers leur corps qu'elles ont subi ces violences, et qu'elles préfèrent, c'est assez intéressant, devenir garçons par facilité. Oui, vraiment des psychologues, des psychiatres qui ont étudié très, très, très longuement à l'université pour faire ce genre de déclaration. Vraiment, c'est ahurissant. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Mais bon, rien là-dedans là, pour empêcher cette parole? Alors, il y a eu deux plaintes qui ont été déposées de façon à faire interdire le livre. Puis il y a des associations telles que Homophobie et Stop Homophobie qui en parlent et qui dénoncent un véritable tissu d'ignominie. On en a vu quelques exemples précédemment. Et en fait, ce qu'ils craignent, c'est que ce livre ouvre les vannes d'une violence qui est déjà assez banalisée sur les réseaux sociaux. Elle qualifie d'ailleurs Stern et Moutot de vendeuses de haine. Et c'est un livre haineux qui a été dénoncé également par 800 artistes, écrivains et militants dans l'hebdomadaire Politis. Alors vendredi dernier, l'Inter-LGBT, qui est un mouvement qui regroupe 60 associations LGBT, a rencontré Aurore Berger, qui est la ministre déléguée notamment en charge de la lutte contre les discriminations, afin de l'alerter contre de la montée inquiétante de l'hostilité contre les personnes trans, plus précisément, et de manière un peu plus large contre les personnes LGBT. Alors pour l'anecdote, Aurore Berger, qui est actuellement ministre, lorsqu'elle était députée en 2022, elle a reçu Moutou et Stern et elle a vanté les mérites de leur déclaration. Wow. Donc ouais. Oui. Donc, la communauté trans est particulièrement visée entre cette loi et la sortie de ce livre. Et c'est une stigmatisation supplémentaire et qui donne je trouve, un relent nauséabond à la société actuelle et à ce qui se passe en France. C'est assez inquiétant. Et alors, il y a des rassemblements qui ont été organisés hier dans plusieurs villes de France, notamment sur la place de la République à Paris, qui a regroupé plus d'un millier de personnes. Et en fait, le but de ces rassemblements, c'est de monter une véritable offensive contre cette transphobie actuelle, ce qui n'avait pas été fait, notamment lorsqu'il y avait eu les débats et les manifestations contre le mariage pour tous. Donc, l'homophobie et la transphobie, c'est bien présent en France ces jours-ci. Eh oui, c'est ça qui est vraiment inquiétant. Alors, pour parler d'homophobie, la communauté gay et lesbienne en prennent également pour leur grade et en prend également leur part, si je puis dire. Oui, alors continuons. On parle que tout ça vient de nouvelles qui étaient plutôt de bonnes nouvelles, des nouvelles feel good. Tout à fait. Le 22 avril dernier, sur son compte Instagram, le créateur de mode Simon Porte Jacquemus publiait la photo dévoilant les mains de deux bébés avec deux prénoms, Mia et Son, et une date, le 20 avril 2024. Une photo touchante finalement pour annoncer la naissance par GPA de ses jumeaux. Alors, sur cette publication était assortie d'une légende qui disait Mia et Son, bienvenue sur Terre, nos amours. Notre rêve est devenu réalité avec vous, papa Marco et papa Simon.
Alors, si cette nouvelle a été fêtée par de nombreuses célébrités et de fans, elle n'a pas été au goût de tout le monde. Et non, il a suffi d'une republication de Marion Maréchal Le Pen avec le Encore commentaire elle, oui. tout à fait où est la maman pour que les haineux se sentent autorisés à publier des avis puants sur les familles homoparentales contre nature, bien évidemment, hein, et sur la GPA de manière plus générale, allant jusqu'à livrer là aussi des infox au passage, du genre ils achètent leurs enfants, il existe des services après-vente permettant d'échanger des enfants si ces derniers ne leur conviennent pas. Alors, Christophe, on va sauter à la prochaine nouvelle homophobe, là, mais il s'est passé autre chose à Paris, à la mairie de Paris, là, qui a publié une courte vidéo. Tout à fait. Alors la semaine dernière, la mairie de Paris a publié une courte vidéo qui allait en fait pour annoncer en fait la pardon, j'ai perdu le fil. Euh, Un des qui porteurs annonçait de la en fait, flamme voilà, olympique, oui. l'un des porteurs de la flamme olympique. Il s'agit d'une drag queen qui s'appelle Mini Majesté. Et là aussi, hein, la première personne à réagir, en tout cas l'une des premières personnes, n'est nulle autre que Marion Maréchal Le Pen, qui ne Bon. perd décidément qu'une occasion de faire parler d'elle. Donc, a priori, elle n'aime pas les paillettes, hein. Interrogée sur le sujet, lors d'une matinale, elle a dit: mais faut-il faire semblant que cela représente la France? Cette personne fait des représentations qui sont particulièrement vulgaires, hyper sexualisées. Je ne considère pas que c'est une bonne façon de représenter la France aux yeux du monde. Ce qu'il faut savoir, On c'est doit que... arrêter ici. L'émission se termine, Christophe. Ok. On revient dans un mois. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 75, en ce 6 mai 2024. Merci à toute l'équipe. Et si vous devez nous communiquer, écrivez-nous à heure-ciel, en minuscule en un seul mot, @gmail.com. Merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine à 17h.